Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo critique de série. On fera ça pour toutes les séries importantes qui sortent sur Disney+. Par exemple, prochainement il y aura WandaVision, The Falcon the Winter Soldier ou bien Loki. Donc pour commencer, je vais vous donner le résumé de la saison, puis le résumé de chaque épisode. Ensuite la critique générale de la saison avec les points positifs et les points négatifs, s'il y en a. Donc prenez votre sabre laser et votre blaster parce que c'est parti. Le Mandalorian poursuit sa quête à travers la galaxie pour trouver le peuple de l'enfant, un ordre de sorciers appelé Jedi, afin de le lui remettre. En personnages principaux, nous avons Din Djarin, alias le Mandalorian, qui essaie de retrouver les semblables de l'autre personnage principal que la série appelle l'enfant, et les fans Baby Yoda, mais nous apprendrons son véritable nom durant la saison. Nous verrons dans cette saison de nouveaux personnages ainsi que de certains déjà vus comme Cara Dune, Griff Karga, Moff Gideon, Pelimoto, Boba Fett, Ahsoka Tano, Fennec Shand, Mig Mayfeld, Bo-Katan Kryze et Koska Reeves. Épisode 1, chapitre 9, le Marshal. Le Mandalorian accompagné de l'enfant retrouve le criminel Kor Garaesh au bord d'un ring où se déroule un combat de gladiateurs gamoréens. Il pense que ce dernier est susceptible de lui indiquer où se trouvent d'autres Mandalorians qui pourraient l'aider dans sa quête. Mais les choses tournent mal, Goresh veut l'armure en bestiale de Din Djarin, lequel doit se battre et défaire tous ses acolytes. Il prend Goresh par les pieds, et ce dernier lui révèle qu'un autre Mandalorian se trouve sur Tatooine. Il se rend donc sur cette planète et rencontre le Marshal, protecteur de la petite ville de Mos Pelgo, qui porte une armure mandalorienne, mais qui révèle d'emblée qu'il n'en est pas un. En retirant son casque, Din exige que ce dernier l'enlève et la lui restitue. Un dragon Krayt gigantesque vert des sables fait régner la terreur dans les environs. Cobb vante le Marshal et Din Djarin s'allie avec les Tusken qui cherchent également à éliminer le dragon Krayt. Il convainc la population de Mos Pelgo d'oublier tous les différends avec les Tusken et tous se rendent devant la grotte du dragon pour tenter de s'en débarrasser. La tâche particulièrement compliquée et finalement c'est le Mandalorian qui parvient à tuer l'animal géant en le laissant l'avaler en compagnie d'un Bangta bardé d'explosifs avant de ressortir à l'aide de son jetpack et de le faire exploser par l'intérieur. Les Tusken récupèrent une fameuse perle dans ses entrailles. Cobb Vanth lui rend l'armure qui est celle très abîmée de Boba Fett, et Din Djarin, toujours accompagné de l'enfant, repart sur une motojet vers l'endroit où est parqué le Razor Crest chez Pelimoto, observé de loin par un mystérieux personnage balafré qui semble être Boba Fett en personne. Épisode 2, chapitre 10, la passagère. Reparti de Mos Pelgo en filant dans le désert de Tatooine sur la motojet que lui a prêté Pelimoto, le Mandalorian tombe sur une embuscade tendue par des bandits. Il est défait mais son moyen de transport est détruit et il continue vers Mos Eisley à pied. Chargé de tout son barda, il retrouve Pelimoto en train de jouer aux cartes avec Dr Mandibule et ce dernier connaît un contact qui pourrait lui indiquer où se trouvent d'autres Mandalorians. Ce contact est une femme d'aspect batracien qui transporte une précieuse cargaison, ses œufs. Le ou les semblables de Din Djarin se trouveraient dans un système voisin, mais ce dernier doit d'abord prendre la femme comme passagère pour l'amener sur une lune nommée Trask, où se trouve son mari qui doit fertiliser les œufs, les derniers de sa lignée. De plus, il doit voyager en dessous de la vitesse lumière car les œufs seraient détruits si le Mandalorian venait à utiliser l'hyperdrive du Razor Crest. Des œufs qui intéressent beaucoup l'enfant qui en subtilise quelques-uns pour les manger. En chemin, le vaisseau du Mandalorian est abordé par 2 X-Wing de la Nouvelle République, pour un simple contrôle de routine. Mais quand il fait émettre avec réticence son transport, les 2 chasseurs identifient le Razor Crest comme étant le vaisseau qui a abordé un transport carcéral pour faire évader un prisonnier, saison 1, épisode 6, et le prennent en chasse. Ils tentent de leur échapper en volant au-dessus d'une planète glacée et se posent à un endroit où la couche de glace cède, précipitant le Razor Crest dans une chute qui l'abîme considérablement. Din Djarin tente d'effectuer des réparations, la femme grenouille trouve un bassin d'eau chaude et s'y plonge avec ses œufs pour les réchauffer. Tandis que l'enfant tombe sur d'étranges espèces de cocons affleurant du terrain glacé d'où émergent subitement des araignées de glace. Celles-ci sont de plus en plus nombreuses et de toute taille. Le Mandalorian, la femme grenouille et l'enfant s'enfuient à toute vitesse pour regagner le vaisseau abîmé, encerclés par les créatures à multiples pattes. Une tentative de décollage échoue.
car une araignée géante se colle sur le cockpit. Et alors qu'ils vont être submergés, les deux pilotes de X-Wing interviennent et les sauvent. Une fois les araignées mises en déroute, ils annoncent à Din Djarin qu'il est en état d'arrestation pour aider à l'évasion d'un prisonnier. Mais ses états de service et l'aide qu'il a apporté pour mettre à l'ombre 3 criminels, du même que sa tentative pour sauver le gardien, Dan Ven, abattu au cours de l'évasion, font qu'ils passent l'éponge et ils s'en vont. Le Razor Crest décolle, tant bien que mal, et repart brinque-ballant vers la lune de Trask. Épisode 3, chapitre 11, l'héritière. Le Mandalorien et sa passagère ratent leur atterrissage dans le port de la lune de Trask, et le Razor Crest est en très mauvais état et repâché. Din Djarin paye un Mon Calamari pour qu'il effectue des réparations et dépose sa passagère qui retrouve son mari. Toujours à la recherche de ses semblables, il obtient un passage sur une embarcation qui doit le mener sur une île où se trouvent d'autres Mandaloriens. Mais les marins pêcheurs de l'espèce Quarren, attirés par son armure en pescar, tentent de l'éliminer ainsi que l'enfant, précipités dans la gueule d'un monstre aquatique, prisonniers du bateau. Ils sont sauvés par l'arrivée de 3 Mandaloriens qui défendent tout l'équipage et récupèrent l'enfant. Dès que Din les remercie et leur explique que sa tâche est de ramener l'enfant auprès de ses semblables qu'il nomme les Jedi, ceux-ci retirent leur casque. Din Djarin leur dit qu'ils ne sont pas des Mandalorians, la voix de Mandalore interdisant de retirer le casque en présence de tout être vivant. Mais leur chef, Bo-Katan, le contredit et lui explique qu'elle est l'héritière du clan Kryze de Mandalore et qu'il vient du clan Death Watch, qu'elle décrit comme une secte de fanatiques. De retour au port de nuit, Din Djarin est attaqué par une bande menée par le frère d'un des membres de l'équipage abattu par les Mandaloriens. Une fois de plus, Bo-Katan et ses 2 acolytes interviennent pour le tirer d'affaire. Elle lui dit qu'elle sait où il peut trouver des Jedi, mais qu'auparavant, il doit les aider à prendre possession d'un cargo impériaux bourré d'armes et défendu par une escouade de Stormtroopers. Ils se lancent tous les 4 à l'assaut du vaisseau, qui vient de décoller et parviennent à abattre tous les Stormtroopers. Tandis que, retranché dans le cockpit, le commandant du cargo est en contact avec Moff Gideon, qui lui demande de se sacrifier en faisant se crasher le vaisseau. Les Mandaloriens parviennent in extremis à atteindre le cockpit et à éviter le crash. Bo-Katan maîtrise le commandement de bord et tente de savoir où se trouve le sabre noir qui lui permettrait de régner à nouveau sur Mandalore, et dont on sait qu'il est en possession de Moff Gideon. Mais ce dernier se suicide en brisant une capsule dans sa bouche. Elle propose ensuite à Din Djarin de rejoindre son groupe. Il décline en rappelant qu'il doit poursuivre sa quête. Elle lui explique donc qu'il doit aller dans la ville de Calodan, sur la plaine forestière de Corvus, où il trouvera la Jedi Ahsoka Tano, et devra lui dire qu'il vient de sa part. Din Djarin repart à bord du Razor Crest, mal réparé, dit à l'enfant qu'il sait maintenant où l'amener et déclenche un bond dans l'hyperespace. Épisode 4, chapitre 12, le siège. Le Razor Crest est en trop mauvais état pour permettre aux Mandalorians d'emmener l'enfant jusqu'à la planète Corvus. Il décide donc de se poser sur Nevarro, où il retrouve ses amis Greef Karga et Cara Dune, devenus la marshal des lieux, pour faire des réparations. Karga missionne des mécaniciens pour qu'ils remettent à neuf le vaisseau de Din Djarin. Ils se rendent dans l'ancien bâtiment où se trouvait le client et où ils avaient été pris au piège par Moff Gideon à la fin de la première saison. C'est devenu une école où le Mandalorian doit laisser l'enfant car Karga et Dune ont besoin de lui pour mener une mission. À l'autre bout de la planète se trouve une base de l'Empire censée être vide mais bourrée d'armes et de matériel qui attire les convoitises et qu'il faut détruire. Les 3 amis se dirigent vers la base avec Mitrol, l'être bleu que le Mandalorian avait capturé et figé dans la carbonite au tout début de la saison 1, dans le premier épisode, aux commandes de son speeder. Arrivé à la base, ils s'aperçoivent qu'elle n'est pas vide, mais active et remplie de Stormtroopers. Il les élimine un par un pour parvenir au réacteur qui alimente avec un lac de lave, pour la faire exploser. Dans une salle de contrôle, il découvre de grands bocaux contenant des êtres clonés, difformés et déclenchant un message holographique du docteur Pershing, vu dans la saison 1, est destiné au Moff Gideon. Il explique qu'il a épuisé le sang de l'enfant qu'il avait prélevé pour mener ces mystérieuses expériences que tous les sujets n'ont pas survécu, et qu'il a besoin de ce donneur pour les poursuivre. Din Djarin comprend que le Moff n'est pas mort comme il le croyait et repart à toute vitesse avec son jetpack pour aller récupérer l'enfant. Greef Karga, Cara Dune et Mitrol s'enfuient à bord d'un transport blindé de type Marauder Texler.
poursuivis par des Stormtroopers à motojet qu'ils parviennent à éliminer, puis par des chasseurs TIE qui décollent au moment où la base explose. En mauvaise posture, ils sont sauvés par Din Djarin qui intervient dans les airs à bord du Razor Crest réparé à neuf. Le Mandalorian repart vers la planète Corvus dans son croiseur léger impérial. Une lieutenant reçoit une communication d'un des mécaniciens qui ont réparé le Razor Crest. Il a bien placé une balise à l'intérieur de et l'enfant est toujours avec le Mandalorian. Elle rejoint Moff Gideon pour lui annoncer les bonnes nouvelles. Épisode 5, chapitre 13, la Jedi. Sur la planète Corvus dévastée, la Jedi Ahsoka Tano se bat contre l'armée de la magistrate Morgan Elizabeth qui tient son peuple sous son joug. Le Mandalorien se pose sur le Corvus et s'en va à la rencontre de la magistrate et de son principal commandant. Elle voit en lui quelqu'un capable d'affronter Ahsoka Tano et lui demande de la tuer en échange de la lance en bestiaire en sa possession. Din Djarin s'enfonce dans la forêt d'arbres rabougris avec l'enfant et finit par rencontrer les Jedi. Ils s'affrontent brièvement avant qu'il annonce venir de la part de Bo-Katan. Elle lui explique sa quête. Ahsoka Tano entre en contact par la pensée avec l'enfant et révèle son nom. Il s'appelle Grogu. Elle dit n'avoir connu qu'un représentant de son espèce, le vieux maître Jedi Yoda. Elle souhaite continuer à voir ses capacités avec la force, mais Grogu est selon elle rempli de peur et refuse de les montrer. Ce n'est que quand Din Djarin se saisit du jouet favori de Grogu, le pommeau d'un levier de son vaisseau, et lui demande de la prendre, que ce dernier le fait voler jusqu'à ses mains. Tano note que Grogu est très attaché au Mandalorian. L'enfant lui a aussi appris qu'il a été élevé et entraîné par de nombreux maîtres Jedi dans les temples Jedi de Coruscant, qu'il a dû être caché à la fin de la guerre des clones lors de la grande purge Jedi. Ses souvenirs de ce qui lui est arrivé ensuite sont flous. Din Djarin souhaiterait qu'elle l'entraîne, mais elle refuse, arguant d'un chemin si dangereux que pratiquement tous les Jedi ont perdu la vie. Il lui explique que la magistrate l'a envoyé pour la tuer, et il s'allie pour la vaincre. Ahsoka Tano et Din Djarin se rendent au village contrôlé par la magistrate, libèrent les prisonniers, battent tous les soldats et les androïdes jusqu'au point où la Jedi se retrouve seule face à la magistrate. Elle la combat avec ses deux sabres laser, Morgan Elizabeth se défend avec sa lance en Beskar, Tano prend le dessus, et la lame de son sabre laser sur le cou de sa rivale lui demande de lui révéler où se trouve son maître, le grand amiral Thrawn. Tandis que Din Djarin élimine le commandant dans le village désormais libéré, Tano lui offre la lance en Beskar, mais refuse toujours d'entraîner Grogu. Elle annonce cependant à Din Djarin qu'il doit se rendre sur la planète Titon, et qu'il y trouvera les ruines d'un temple Jedi lié à la Force. Il devra placer Grogu sur la pierre du destin au sommet de la montagne, ajoutant que s'il se sert alors de la Force, un Jedi pourrait le ressentir et venir à lui. Din Djarin et Grogu repartent à bord du Razor Crest. Ils prennent congé d'Ahsoka. Tano lui dit que la Force soit avec vous. Épisode 6, chapitre 14, la tragédie. Le Mandalorian se pose sur la planète Titon et emmène l'enfant au sommet de la montagne à l'aide de son jetpack. Il le dépose sur la pierre du destin. Grogu entre en méditation et déclenche un champ de force impénétrable qui s'élève vers le ciel. Din Djarin voit atterrir un vaisseau et laisse l'enfant qu'il lui est désormais impossible d'atteindre sur la pierre pour aller s'enquérir de ses passagers. Il s'avère que ce vaisseau est le Slave One, celui de Boba Fett. Il est accompagné par Fennec Shand, qui avait été laissée pour morte sur Tatooine dans l'épisode 5 de la saison 1, et que Fett avait sauvé. Ce dernier demande à Din Djarin de lui restituer l'armure que Cobb Vanth lui a offerte, épisode 1, saison 2, et qui lui appartient. Ce dont doute le Mandalorian dans un premier temps. Shand est en position de tir, baisse son arme tandis que Djarin décroche son jetpack et le pose contre un rocher. Il décide de négocier l'armure contre la protection de l'enfant. Quand une barge de débarquement impérial se pose à son tour sur Titon, déchargeant une escouade de Stormtroopers qui ont suivi la balise placée sur le Razor Crest. Grogu est toujours entouré du champ de force sur la pierre du destin. Din tente de le pénétrer pour s'en aller au plus vite, mais il n'y parvient pas. Étant même violemment repoussé et assommé après une de ses tentatives, Shand et Fett se battent contre les Stormtroopers et en éliminent un grand nombre. Boba Fett aperçoit alors le vaisseau de Din Djarin.
Il va récupérer lui-même son armure, ce qui lui confère une belle supériorité sur les Stormtroopers, malgré les renforts arrivés avec une deuxième barge, qui finissent par battre en retraite. Quand Din Djarin revient à lui, il les rejoint à pied de la montagne et assiste impuissant à la pulvérisation du Razor Crest par un tir lancé depuis le croiseur impérial de Moff Gideon. Pendant ce temps, Grogu s'endort sur la pierre, le champ de force disparaît, Gideon lance ses robots Dark Troopers qui volent vers le rocher et se saisissent de Grogu et l'emmènent avec eux jusqu'au croiseur de Moff Gideon. Trop vite pour que Din Djarin et Fennec Shand puissent remonter au sommet à temps. Boba Fett décolle alors et tente de les suivre, mais apercevant l'immense croiseur, il lâche à la radio « L'Empire est de retour !» et rebrousse ce chemin. Le croiseur sautant dans l'hyperespace, le Mandalorien reconnaît que l'armure lui appartient et se considère quitte avec eux. Mais il lui explique qu'en échange de l'armure, il devait assurer la sécurité de l'enfant. Ils sont donc toujours en dette avec lui. Et décidé à l'aider à le retrouver, dans les cendres du Razor Crest, Djarin ne peut récupérer que la lance au Beskar et la poignée du levier de propulsion jouet favori de Grogu. Avec Boba Fett et Fennec Shand, le Mandalorian se rend à bord du Slave One sur Nevarro où il retrouve la marshal de la Nouvelle République Cara Dune pour lui demander des renseignements afin de localiser Moff Gideon. Enfermé à bord du croiseur, Grogu se sert de la force pour mettre à mal les Stormtroopers qui l'entourent, à la plus grande satisfaction de Gideon. L'enfant faiblit après ses efforts, le Moff lui brandit le sabre laser noir sous le nez, puis les Stormtroopers l'endorment et le mettent au fer. Gideon envoie alors un message au docteur Pershing pour lui annoncer qu'il a récupéré le donneur. Épisode 7, chapitre 15, les repentis. Sur Nevarro, auprès de Cara Dune, le Mandalorian cherchait à retrouver l'extérieur d'élite impériale Miggs Mayfield, devenu un criminel qui avait tenté de le piéger sur le croiseur pénitentiaire, sans succès. Il est désormais prisonnier, travaillant sous surveillance dans une décharge de la planète Carton. Il est censé posséder les codes qui permettraient de localiser le croiseur impérial de Moff Gideon. À bord du Slave One, piloté par Boba Fett, Din Djarin, en compagnie de Cara Dune et de Fennec Shand, se pose sur Carton. La marshal Dune libère Mayfield et il embarque ce dernier, dit connaître une base impériale sur la planète Morak, une raffinerie clandestine, exploitant la matière explosive et hautement volatile qu'est le rhydonium, extraite d'une mine. Dans cette raffinerie se trouve un terminal impérial auquel ils devront accéder et rentrer les bons codes pour localiser Gideon. Arrive sur Morak, une planète de la végétation luxuriante de type tropical. La petite équipe se met en place, Cara et Fennec en position de tir sur les hauteurs. Boba aborde son vaisseau prêt à décoller tandis que Din et Mayfield prennent possession de la sortie de la mine d'un des véhicules transportant du rhydonium et volent les équipements des deux chauffeurs. Le Mandalorian se défait ainsi de son armure en Beskar, la confie à Dune et enfile les habits et le casque d'un chauffeur. Mayfield en fait de même. En route vers la raffinerie, ils sont attaqués par des pirates ou des résistants à l'Empire qui tentent de faire exploser le chargement du véhicule. Devant eux, sur la piste, d'autres véhicules de transport explosent. Din Djarin se combat contre les pirates sur le toit du véhicule. Ils sont de plus en plus nombreux, leurs barges d'assaut se succèdent. Sur le point d'être submergés à l'approche de la raffinerie, ils sont finalement sauvés par l'intervention des deux chasseurs TIE arrivés in extremis pour les aider. Ils sont applaudis par les troupes qui l'occupent et puisqu'ils sont les seuls à avoir réussi à atteindre la raffinerie. Le Mandalorian et Mayfield repèrent le terminal dans la messe des officiers, cependant Mayfield ne veut pas y aller car il a reconnu un officier qui était son supérieur à l'époque où il était soldat impérial. C'est donc Din Djarin qui se rend devant le terminal avec la clé que lui a confiée Mayfield. La reconnaissance faciale étant nécessaire, il doit enlever son casque, c'est la deuxième fois qu'on le voit sans visage. Enfin, on voit son visage, pardon, après le dernier épisode de la saison 1. Il parvient à collecter les informations nécessaires pour localiser le croiseur de Gideon, mais il est abordé par un officier qui lui demande quelle est son affectation. Mayfield intervient et lui sauve la mise. L'officier leur demande de boire un coup avec lui. Din Djarin est toujours sans son casque. Il converse parlant de l'opération Cendre, mais devant l'orgueil arrogant de l'officier, Mayfield perd patience, sort son blaster et abat ce dernier. Les deux alliés de circonstance se défendent contre les troupes et qui partent à leur assaut. S'échappant à l'extérieur par les ouvertures de la salle et sont soutenus par Cara Dune et Fennec Shand, qui de leur position abattent les poursuivants un à un. Boba Fett vient les récupérer sur le toit de la raffinerie avec le Slave One d'un tir précis de fusil de Tesken sur un chargement de rhydonium. Mayfield fait exploser la raffinerie. Ils sont pris en charge par des chasseurs TIE, mais Fett les anéantit larguant une charge sonique bien placée. Ils retrouvent Dune et Shand dans la forêt et la marshal laisse Mayfield libre en prétendant que lui, le prisonnier 34667, est mort en mission. Le Slave One repart, Din Djarin possédant enfin les moyens de localiser le croiseur de classe
Arquitaine du Moff Gideon. Il envoie d'ailleurs à ce dernier un message holographique menaçant, reprenant les mêmes mots que Gideon sur Nevarro. Moff Gideon, vous détenez quelque chose que je veux. Vous pensez sans doute avoir une idée de ce qui est en votre main, mais vous faites erreur. Bientôt, il sera de retour à mes côtés. Il a plus d'importance pour moi que vous ne pourrez jamais l'imaginer. Épisode 8, chapitre 16. Le sauvetage. À bord d'une navette impériale menée par 2 pilotes, le Dr Pershing est en route vers le croiseur de Moff Gideon quand il est pris en chasse par le Slave One, qui désactive le vaisseau à l'aide d'un canot ionique et l'aborde. Les 2 pilotes sont éliminés, Pershing fait prisonnier et l'équipe formée par Boba Fett, Fennec Shand, Cara Dune et le Mandalorian récupère la navette. Ils se reposent ensuite sur la planète où le Mandalorian retrouve Bo-Katan et Koska Reeves, et Din Djarin leur demande de l'aide pour affronter Moff Gideon et récupérer l'enfant. Bo-Katan accepte à la condition qu'elle reprenne possession du croiseur de Moff Gideon, qu'elle puisse le battre et ainsi récupérer le sabre noir, qui l'aidera à régner sur Mandalore, et que Din Djarin se joigne à elle quand il aura mené sa mission à bien. Pershing les aide à prendre connaissance de la disposition à l'intérieur du croiseur, l'endroit où Grogu est retenu prisonnier et celui où sont parqués les redoutables droïdes Dark Troopers. Ils mettent en place une mise en scène en sortant de l'hyperespace devant le croiseur de Gideon. Boba Fett commande du Slave One à la poursuite de la navette où se trouve tout le reste de l'équipe, laquelle demande de l'aide pour entrer à l'abri dans le croiseur. Un refus lui est opposé, mais elle parvient tout de même à accoster. Cara Dune, Fennec Shand, Bo-Katan et Koska Reeves se dirigent vers la passerelle de commandement en éliminant tous les Stormtroopers sur leur passage, tandis que le Mandalorian part retrouver l'enfant pour le libérer. Moff Gideon fait activer les Dark Troopers. Din Djarin arrive juste à temps pour éliminer le premier droïde sorti du local avec sa lance en Beskar, puis parvient de justesse à empêcher la porte de derrière laquelle se trouvent les autres Dark Troopers de s'ouvrir avant de réussir à les expulser dans le vide spatial. L'équipe exclusivement féminine atteint la passerelle de commandement, mais le Moff ne s'y trouve pas. Din Djarin le découvre dans la cellule où est retenu Grogu, le menaçant avec le sabre noir, brandi au-dessus de sa tête. Le Moff explique qu'il n'a plus besoin de l'enfant car il a collecté son sang, expliquant que ses propriétés ont le potentiel de ramener l'ordre dans la galaxie. Au moment où le Mandalorian s'apprête à se saisir de Grogu, Gideon l'attaque. Ils se battent, le Mandalorian se défend avec sa lance en Beskar et finit par prendre le dessus, récupérant l'enfant et le sabre noir. Et amenant Gideon prisonnier dans la passerelle de commandement, il veut donner l'arme si symbolique à Bo-Katan, mais cela s'avère impossible. Elle ne peut pas s'en saisir car il faut se battre et vaincre son possesseur pour l'obtenir, ce que vient justement de faire Din Djarin. Sur ces entrefaits, le peloton de Dark Troopers revient dans le croiseur et commence à défoncer la porte de la passerelle. Alors qu'ils vont y parvenir, un X-Wing arrive et un Jedi en sort. Ce dernier, avec la force et son sabre laser vert, détruit facilement l'ensemble des droïdes noirs. Les mains liées, Gideon parvient à se saisir d'un blaster et tire sur les membres de l'équipe. Mais mis en joue, il tente de se suicider, Cara Dune l'en empêche, en l'assommant. Le Jedi parvient devant la porte, l'équipe lui ouvre, il révèle sa capuche et dévoile son visage. Il s'agit de Luke Skywalker. Il explique au Mandalorian qu'il doit repartir avec Grogu car l'enfant au potentiel extraordinaire a besoin d'être formé afin de pouvoir se défendre contre tous les dangers qui le guettent. Grogu accepte à contre-cœur et dit adieu au Mandalorian qui le prend dans ses bras et retire son casque pour qu'il puisse toucher son visage. Il promet à Grogu qu'il le reverra. Puis Luke, accompagné de R2D2, dit à tous que la force soit avec vous et repart avec l'enfant à bord de son X-Wing. Dans la scène post-générique, Boba Fett et Fennec Shand arrivent sur Tatooine, dans ce qui fut le palais de Jabba the Hutt, où règne désormais son ancien majordome, Bib Fortuna. Fennec élimine ses soldats, Fett le tue et s'installe sur le trône. Apparaît alors à l'écran l'annonce d'une nouvelle série dérivée pour décembre 2021, The Book of Boba Fett, sans que l'on sache s'il s'agit d'un spin-off ou de la saison 3 de The Mandalorian. Le seul point négatif qui est à noter pour cette saison, c'est l'inégalité de la durée des épisodes, avec l'épisode 1 qui dure le plus longtemps, c'est-à-dire le 54 minutes, et c'est l'épisode 6 qui dure le moins longtemps, c'est-à-dire 33 minutes. Donc nous avons une durée moyenne de ces épisodes qui est de 42 minutes, ce qui est un peu plus mieux que pour la première saison, qui tournait autour de la durée de 40 minutes. Je pense que c'était encore un peu trop court, ils devraient faire comme les Marvel, avec des épisodes qui durent environ 1 heure. Donc par exemple prochainement WandaVision. On nous a montré beaucoup de personnages connus de l'univers Star Wars, certains étaient logiques, comme Bo-Katan, Boba Fett ou bien Ahsoka Tano, et d'autres étaient de réelles surprises comme Luke Skywalker ou bien la mention du nom de l'Amiral Thrawn.
D'avoir une aventure par épisode en ayant tout un fil rouge tout au long de la saison a été une bonne manière de raconter l'histoire dans cette deuxième saison. Je pense que pour la prochaine, ce sera une histoire tout le temps. Ce sera 8 épisodes à la suite. Et je pense que ça racontera comment Bo-Katan va essayer de récupérer Mandalore. Le duo Grogu et Mando est vraiment un duo de choc qui ont permis le succès de la série. Nous avons d'un côté Grogu qui est adorable et qui est le centre de l'histoire, incroyable de cette saison, et Mando avec toute sa badass attitude qui nous offre des combats incroyables comme le combat Ahsoka Mando, ou bien lorsque Mando essaie de tuer le monstre du premier épisode. Cette saison a vraiment été géniale et extraordinaire avec beaucoup de surprises, notamment la présence de Luke Skywalker ou bien le retour de Fennec Shand joué par Ming-Na Wen que l'on voit dans Agent of Shield et elle joue le rôle de Melinda May, que l'on voit mourir dans la première saison. Il y a une très bonne histoire avec beaucoup de bonnes idées comme le retour de Boba Fett qui veut récupérer son armure, Bo-Katan qui veut récupérer le sabre noir et de faire perdre à la fois son vaisseau et Grogu dans un même épisode ont mis un peu dans la merde Mando. Et la façon dont il va réagir est très surprenante et impressionnante. Le final est donc génial, ce qui fait de cette saison la meilleure des deux. En conclusion, cette saison a été extraordinaire, vivement la saison 3 en 2021. Donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle pêche aux infos Disney, bye.